Et tous les mercredis matins, à partir de 8h15, on retrouve Enis Maraï dans le vif du sujet. Bonjour Enis. Bonjour Afef. Alors, je vais commencer par la présentation de notre invité pour ce matin. Eh oui, mais c'est moi qui vais le faire. Hein, eh bah oui. Donc, mon premier est un centralien de 48 ans, au col de chemise très blanc. Mon second, il a fait l'objet d'un livre paru récemment qui retrace son parcours sur le banc du ministère de l'Équipement. Mon troisième est un président d'un parti politique qui aura sûrement son mot à dire lors du prochain gouvernement. Mon quatrième est un chanteur hors pair, à la voix mélodieuse, mais devra travailler son intonation. خليت بلادي وحنيتي في ايديا حنيت بالغربة وطبعت فيا خليت بلادي وحنيتي في ايديا حنيت بالغربة وطبعت فيا حنيت بيها صباي Si après cet extrait vous n'avez pas encore deviné qui est mon invité, j'arrête la planète Terre et je descends tout de suite. Mon invité Afef n'est autre que Monsieur Yacine Brahim, président du parti Affaire Tounes. Monsieur Brahim, merci d'avoir accepté notre invitation et soyez le bienvenu parmi nous sur RTCI. Merci, bonjour, merci. Écoutez, c'est une belle anecdote parce que durant la campagne, il y a des équipes qui m'ont dit dans certains endroits, enfin certains quartiers, vous connaissez FR Tounes? Non. Vous connaissez Yacine Brahim? Non. Haneti Fidei? Ah oui, c'est lui. C'est le jingle. Ça m'a vraiment collé. En tout cas, on vous remercie. Merci d'être là et d'accepter notre invitation pour aujourd'hui. Alors, Enis, le débat va s'articuler autour de deux thèmes aujourd'hui. Donc, le premier thème concernera l'ouvrage qui vient de paraître. Tout à fait. Yacine Brahim ou comment être ministre sous la Révolution. Et la seconde partie, on va parler de politique, voilà, Affaire Tounes, les coalitions et autres. Voilà, donc Yacine Brahim vient de faire l'objet d'un ouvrage, Yacine Brahim ou comment être ministre sous la Révolution de Madame Enis Abdelhassin, édition d'ailleurs par la même occasion. Tout à fait. Sous les éditions donc CRS, exactement CRS. Et dans cet ouvrage-là, très intéressant, on a un regard du ministre qui était chargé de deux portefeuilles, non des moindres, donc l'équipement et le transport. Donc avec Monsieur Brahim, on va essayer de parler un peu donc de cet ouvrage-là avant d'attaquer la partie relative à la politique. Et une fois n'est pas coutume, je vous laisse la première question. Bah, merci beaucoup, merci Enis. Je voudrais commencer par une première question. Comment vous est venue l'idée de faire votre itinéraire ou de tracer ou d'essayer de mémoriser votre itinéraire en tant que ministre après la Révolution, l'objet d'un livre? Comment vous est venue l'idée et pourquoi le choix de Madame Enis Abdelhassin? Alors, en fait, déjà, ce n'est pas mon idée. C'est l'idée est venue d'éditeurs, Monsieur Karim Ben Smaïl, qui a vécu de près l'époque du 14 janvier 2011, la constitution des divers gouvernements. Il était même dans la communication, l'équipe de communication, semble-t-il, du Premier ministre à l'époque. Et en fait, c'est lui qui a eu l'idée, qui m'a appelé un jour. On dit tiens, j'aimerais venir t'évoquer une idée. On vit une époque assez particulière et il peut être intéressant de la suivre de plus près. Et donc, je dis pourquoi pas. Et donc, il est venu me voir avec Enis Abdelhassin. Donc, c'est lui qui connaissait Enis et qui me l'a présenté ce soir-là. Et ils m'ont proposé le projet. Donc, voilà. Donc, Enis a écrit. Elle est journaliste d'ailleurs. Et enseignante universitaire, et donc l'idée, est-ce que vous seriez à l'aise qu'elle vous suive dans votre quotidien, parce que comme on est vraiment dans une période très particulière et que les gens se font une idée, qu'est-ce qui se passe finalement dans tous ces ministères, cette administration, surtout dans une phase post-révolutionnaire ou révolutionnaire, on y est encore aujourd'hui. Et donc dans le principe, on est en respectant évidemment tout ce qui doit être respecté, c'est-à-dire elle m'a pas suivi dans les réunions ministérielles, c'est-à-dire entre ministres, vraiment quelques-unes techniques, mais pas plus que ça. Elle a vécu 3 ou 4 mois
auprès de moi, et très discrètement d'ailleurs. Elle était vraiment... parfois j'oubliais même qu'elle était là, hein, dans les réunions, et elle a relaté tout ça. Donc finalement, l'idée, j'ai trouvé assez originale. Ensuite, une fois qu'elle l'a écrit, après évidemment toute cette époque où j'étais ministre, etc., on n'a pas nécessairement voulu aussi que le livre sorte très tôt après l'expérience, pour que ça soit pas traduit comme étant une exploitation politique ou autre. Et donc voilà, ça a mis le temps que ça a mis avant de sortir. Oui. Justement, elle dépeint un personnage qui est assez, je dirais, particulier. J'ai lu le livre de Anis Aben Hassin et j'ai trouvé qu'il y avait des situations là où le ministre, qui est un technocrate, qui était directement investi d'une mission particulière et très difficile de discuter avec les gens, de parler avec les syndicats. Et ce qui est très intéressant dans ce livre-là à Afef, c'est que on était dans le cœur, lorsque vous lisez ce livre-là, on était dans le cœur de dossiers que nous avons déjà lus ou vus dans les médias, c'est-à-dire comme le dossier de la TUV, comme le dossier donc je dirais de Tunis, la TAV, donc l'aéroport de Monastir et d'Unfidh, donc Qarqna aussi, Sfax, votre passage à Sfax, les gens. Il y avait ce côté un peu sec aussi et froid peut-être du ministre dans certaines interventions. Je me rappelle d'une, pas une anecdote, mais une situation dans laquelle un marin vous a dit « j'ai 3 enfants ». Et je voudrais qu'il trouve du travail. C'est ce que je demande. J'ai 38 ans de travail comme marin. Et là, vous êtes retourné vers lui, vous l'avez dit. Et les enfants du peuple, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc il y avait peut-être cette maestria de gérer le quotidien, des situations, je dirais, inattendues, improvisées, mais aussi une certaine présence d'esprit et peut-être c'était un peu sec aussi dans certaines circonstances. Non, mais en fait, ça relate un quotidien. Donc, dans un quotidien, vous avez évidemment un grand nombre de situations. Ce qui était souvent, surtout dans la période post-révolutionnaire, le problème au quotidien d'un responsable, quel qu'il soit, c'est comment rester toujours connecté sur les problèmes généraux, publics. Et en fait, quand les gens approchent un responsable, très souvent, cette proximité se traduit dans leur esprit comme une opportunité de présenter un problème personnel. Et en fait, comme c'est un quotidien, de temps en temps, effectivement, le responsable se retrouve obligé de balayer. Parce qu'en fait, finalement, on n'est pas là pour résoudre les problèmes personnels dans un poste de responsabilité. On doit se préoccuper tout de même des problèmes généraux. Et l'un des gros problèmes qu'on a, et c'était pas la seule expérience. Moi, je me rappelle d'une matinée. Alors, Anis n'était pas là parce que c'était très très tôt, où je suis arrivé tôt au ministère et j'ai rencontré donc une femme de ménage qui nettoyait les bureaux et donc du coup une opportunité de discuter ensemble. Et au bout de 5 minutes, elle m'a parlé de sa fille qui voulait rentrer au ministère, etc. Et donc là, comme j'avais le temps, j'ai pris le temps de lui expliquer. Le problème, c'est que aujourd'hui, prenons cet exemple-là. Vous travaillez. Votre fille cherche un emploi. Il y a 600 000 jeunes qui cherchaient un emploi à ce moment-là. Il y a un tas de jeunes dont les 2 parents ne travaillent pas et qui chercheraient un emploi. Comparant leur situation à la situation de... Donc finalement, on ne peut pas, parce que vous avez un travail dans un endroit, dire que automatiquement ou un accès, votre enfant, ou un accès aussi un l'accès responsable. Pour parler, il n'y a pas de problème. Quand on a le temps de parler, on a le temps de parler. De temps en temps, on peut être sec parce qu'on n'a pas le temps de parler et on balaye. Mais par contre, quand on a le temps de parler, on parle, on explique. Et c'est important parce que cet état d'esprit de dire mes enfants sont prioritaires est un état d'esprit normal, humain et compréhensible. Par contre, quand on explique aux gens, écoutez, il peut y avoir des gens qui sont dans des situations où vous, en tant que parent, vous travaillez alors que les parents ne travaillent pas, peuvent être socialement plus prioritaires que vos enfants. Du mal à l'accepter, mais ils l'admettent qu'effectivement, comment trouver... C'est pour ça qu'à l'époque, on avait mis des critères dans tous les recrutements, parce qu'il y avait 25 000 recrutements publics, mais sur 10 fois plus de demandes finalement. Donc il faudra bien mettre des critères sociaux, quels sont les gens prioritaires, les familles les plus défavorisées, les familles de parents handicapés, les familles... Donc en fait, les critères sociaux, on peut toujours trouver malheureusement, à l'époque et même aujourd'hui, toujours, des cas qui sont nettement plus difficiles que les cas qui se présentent à nous et qui ont eu l'opportunité d'être en contact avec les responsables. Et Sim Brahim, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un cadre
qui est fraîchement débarqué après une révolution, avec des mouvements sociaux énormes, et qui se retrouve donc en charge de 2 portefeuilles, et non des moindres, le transport et l'équipement. C'est-à-dire, la première fois, qu'est-ce qui se passe dans votre tête avant d'aller dans ces locaux-là, dans les locaux de ces portefeuilles-là? Bah écoutez, moi ça a commencé déjà par un début très particulier, parce que quand le Premier ministre m'avait appelé pour m'annoncer que j'étais ministre, il m'a dit ne revenez pas aller à Davos directement. Donc j'ai commencé à Davos en fait, avant même d'avoir prêté serment. Et donc j'étais à Davos avec monsieur Moussa Kamal Nebli, gouverneur de la Banque centrale, que j'ai découvert d'ailleurs sur la route entre l'aéroport et le lieu du séminaire Davos. Et donc Madame Christine Lagarde, on a eu l'occasion, parce qu'on a été la voir. Directrice générale du FMI, oui. À l'époque, elle était ministre des Finances français, et la France organisait le G20 et donc avait une conférence dans le cadre de Davos. Et donc on a été présenté, parler de la Tunisie. Alors Most avait 10 jours, si Most fait 10 jours de poste de gouverneur, donc c'est vous qui allez en parler, parce que moi j'arrive là, donc en anglais. Donc qu'est-ce que je vais dire? En fait, j'ai expliqué pourquoi j'ai accepté, parce que c'est pourquoi j'ai choisi, parce que c'était quand même assez brutal comme décision. Tout à fait. Donc mon patron de l'époque ne s'en est pas remis. Il a fallu beaucoup de pommade pour que ça passe. Et donc j'ai expliqué pourquoi, et qu'on vit en fait quelque chose de très particulier. En fait, justement, vous avez évoqué le bon ton. Le choix, d'ailleurs même pour le lancement de Fairtone, c'était le même état d'esprit, c'est-à-dire les quadras. On a la chance d'avoir une certaine expérience qu'on peut apporter. Quelle soit l'expérience qu'on a dans la vie, on peut apporter quelque chose. Donc l'expérience, elle peut être professionnelle, elle peut être une expérience de la vie, elle peut être l'expérience d'avoir vécu dans d'autres pays. Quand on a 45 ans, on a une expérience. Et on est suffisamment jeune pour prendre le temps aussi de la faire dans le temps et de donner dans le temps. On n'est pas pressé pour rien du tout, et surtout si on peut se permettre, on n'est pas dans l'ambition personnelle, on est dans l'ambition pour le pays, donc on travaille sur ces principes, sur la bonne base. Donc c'était le moteur, de toute façon, pour des gens qui ont eu une carrière internationale, etc. Revenir au pays, il y a le côté patriote, le côté vouloir vivre dans ce pays, vouloir apporter dans ce pays. Là, une opportunité, des jeunes nous ont apporté cette opportunité de changer le pays, challenge, de le mettre sur un autre échelon. C'est un challenge, il faut le relever et apporter cette valeur. Une fois que je suis rentré en Tunisie, lundi, le premier choc était plutôt de découvrir l'affaire Hannibal II, si vous vous souvenez. Donc, en Somalie. Voilà, parce que je suis arrivé au ministère. C'est un cargo, excusez-moi, Ibrahim, j'essaie d'expliquer un peu donc aux auditeurs, c'était un cargo tunisien qui a été donc piraté par les pirates au large de la Somalie, oui. Voilà. Alors j'étais pas très sincèrement au courant de l'affaire du tout. Elle n'était pas médiatisée. Et donc la journée s'est passée normalement le lundi, j'ai prêté serment, j'ai été faire une passation au ministère de l'équipement avec le ministre précédent, parce qu'il n'y avait pas de ministre, avec Nasser Mallouch, à l'équipement, et puis après je suis arrivé au transport à 6h du soir et j'ai trouvé toutes les familles dans une salle complètement dans un état de désespoir, de fatigue, j'ai découvert ainsi l'affaire en fait. Donc m'ont expliqué ce qu'il en était. Il y avait des parents, il y avait des sœurs, des mères, etc. Et en gros, une solution demain, quoi. Ce qui est normal. Leurs enfants ont été retenus en otage, etc. Donc, a dû vraiment bien comprendre, on leur a expliqué, écoutez, je découvre le sujet, je viens d'arriver, bien sûr. Savoir communiquer, oui. Le ministère était au courant, et donc je vais me mettre à niveau assez vite, dès le lendemain, ministère de la Défense aussi, ministère des Affaires étrangères, donc il y avait un comité de coordination. C'est une affaire que j'ai suivie vraiment de très près, parce que j'ai vu le désespoir des familles et l'importance finalement. Alors bon, ça faisait depuis le mois de novembre, avec l'ancien régime, il y avait une méthode pour les calmer, parce que c'est vrai, dans l'absolu, dans ces affaires d'otages, après j'étais sur Internet, m'enseigner, avoir toutes les informations, c'est que la pression des preneurs d'otages est surtout sur les familles. Plus les familles sont en état de désespoir et je dirais l'expriment, plus ils ont des chances après, selon le point de vue des pirates bien sûr, de négocier, de mettre la pression sur les gens. Le gouvernement. Le gouvernement et puis l'armateur surtout aussi, parce que c'est son bateau. Et l'armateur a joué un rôle. D'ailleurs, tout le monde l'agressait, etc. Mais à la fin,
c'est quand même lui qui a pris ses responsabilités et qui a agi, évidemment, en coordination avec nous. Et donc c'était une affaire qui m'a marqué. Alors, elle n'est pas dans le livre parce qu'Anis, elle est arrivée après. Elle est arrivée au mois de mars ou avril. Hein, donc voilà, c'est un petit aperçu donc du livre qu'on suggère. Bah voilà, on doit garder le suspense quand même. Hein. Exactement, voilà, on va pas tout dévoiler. Des choses qui sont pas dans le livre. Donc, voilà. Il y a tout le reste après, justement, les relations avec les syndicats, les problèmes au quotidien, les visites. Non, mais c'est un livre très intéressant parce que vous allez vous retrouver 3 ans ou 4 ans en arrière à revivre ce que vous avez vécu, mais d'un autre œil directement, je dirais, dans l'appareil exécutif du ministère de l'Équipement et du ministère de Transport. Je rappelle que c'est l'intitulé, c'est Yassine Brahim ou comment être ministre sous la Révolution, les éditions CRS, et l'auteur qu'on salue encore une fois, c'est Enissa Benassine. Voilà, donc on marque une courte pause musicale et puis on se retrouve tout de suite après pour attaquer la deuxième partie de Dans le vif du sujet. Et on revient toujours dans le vif du sujet, se poursuit sur RTCI avec notre invité, Monsieur Yassine Brahim, le président du parti FR Tounes. Encore une fois, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et on attaque donc la deuxième partie relative à la politique. Yassine Brahim, êtes-vous satisfait des résultats obtenus par FR Tounes lors des élections législatives du 26 octobre 2014 ? Écoutez, pour être honnête, ça a été évolutif, hein, parce que le dimanche soir, on n'était pas content. J'étais à Mahdia et on commençait à relever nos 325 observateurs, commençaient à nous ramener les résultats. Et on a vu qu'on n'était pas du tout dans l'objectif. On voulait atteindre les 15-16% pour pouvoir passer 2 députés, notamment Alim Mahjoub, qui est notre député actuel, qui était numéro 2 sur ma liste. Et en fait, on voyait qu'on était plutôt à 10%, et donc on n'y arrivait pas. On a chuté la dernière semaine. Oui, quand on parle de 16 et de 10%, là, on parle des législatives. Hein. Oui, tout à fait. On parle des législatives. Et pas de sondage. Justement, on fait un grand coucou à nos amis de l'AICA, les analystes de l'AICA, qui nous aiment particulièrement, Rafef, et qu'on salue vigoureusement, pour leur dire qu'on va pas parler ni de sondage, ni de publicité politique, mais on va appréhender la question d'un point de vue purement technique. Ça concerne les législatives. Et même lorsqu'on va parler des présidentielles, on ne va pas parler ni de sondage, ni rien du tout. Mettez ça bien dans vos têtes. Voilà. Bon, alors, pour l'instant, prévention sur la manche. Voilà. donc, on n'était pas content et on était même malheureux. Et quand on est rentré sur Tunis le lendemain et qu'on a vu le résultat national, on était dans nos objectifs qu'on mettait au mois d'avril, au mois de mai, et surtout quand on a vu le résultat relatif, que le parti était 5e, comme on l'espérait, qu'on le disait, qu'on serait dans les 5 premiers partis, et surtout les autres partis, je dirais, la bipolarisation était telle qu'effectivement ça a écrasé tout le monde finalement. On pouvait être, comme on dit en tunisien, finalement. Donc finalement, affaire tout. Vous étirez d'affaires. Il a pu résister ce que j'ai appelé le tsunami de la bipolarisation. Et donc finalement, le parti a démontré par sa méthode de travail, par la clarté de son positionnement et par peut-être, et j'espère, la clarté de son programme, qu'effectivement, il peut être dans la carte politique tunisienne. Évidemment, dans la mesure de notre résultat, de notre taille, après 3 ans d'existence et un passage par une fusion, etc. Donc une histoire un peu compliquée. Écoutez, c'est une bonne étape dans, j'espère, le futur du parti, et on peut aller à peut-être d'autres ambitions pour les futures échéances. Justement, je comprends la déception de FR Tounes parce que FR Tounes s'était donné le parti qui travaillait le plus sur le terrain, c'est-à-dire il avait des équipes constituées depuis le mois d'avril, je pense. Vous étiez, je dirais, en pré-campagne, officieusement en pré-campagne, et c'était un parti qui faisait beaucoup de porte-à-porte. Mais ce qui est intéressant aussi, ou peut-être à revoir chez vous, à FR Tounes, c'est que toutes les places que vous avez obtenues, vous les avez obtenues au plus fort est. Aucun avec le quotient électoral. J'essaie d'expliquer un peu. Cela signifie que pour avoir donc dans ce système-là scrutin proportionnel avec les plus grands restes, il y a un quotient électoral, c'est-à-dire combien coûte la chaise, combien coûte le siège. Là, FR Tounes n'est jamais parvenu à glaner un siège avec un quotient électoral, c'était au plus fort reste, c'est-à-dire combien ça restait. Oui. D'un. De deux.
Les 8 sièges, parce qu'il y avait 8 sièges, il y avait au départ 7 sièges, mais il y avait le siège de Tunis 2, je pense en ballottage, celui de Riyad El Mouakh, si ma mémoire est bonne. Il n'est pas en ballottage, il est passé assez largement celui-là. Il y avait, en gros, sur les 8, il y a 2 sièges qui sont passés vraiment à moins de 100 voix, Nebel et France Nord, et on en a perdu 5 à moins de 200 voix. Oula. Ouais. Donc finalement, dans l'absolu, vous savez, Manoub a 55 voix sur 4000 et quelques, ou 3000 et quelques, Ben Arous 150 ou 200 voix sur 6000 et quelques. Donc bon. Le problème des frontières, des chiffres. Votre présence reste tout de même donc sur le littoral, l'Ariana, Mehdia, c'est vous qui étiez tête de liste, donc Monastir, Nebel 1, Sfers 2, Sousse et Tunis 2, donc puis France 1. Il n'y a pas réellement une pénétration donc à l'intérieur du pays, sauf ce que vous êtes en train de dire par rapport aux quelques. Alors on s'est présenté dans 29 circonscriptions sur les 33, donc sur le territoire tunisien, à part Agbelli et Tataouine, on ne s'est pas présenté. Vous savez, il faut juste tenir compte aussi de l'histoire du parti. C'est-à-dire qu'en fait, on a redemandé un visa après l'opération de fusion quand on a quitté le Jumouri. Donc on a redemandé un visa qu'on a eu en février 2014. Donc on a pu redémarrer vraiment le parti sur le plan, je dirais, légal, qu'au mois de février 2014. Et donc, finalement, les élections sont arrivées assez vite. Et le niveau de déploiement du parti, dans toutes les régions, n'était pas suffisamment mature. Donc, en fait, toutes les régions qu'on avait travaillées en 2011 ont été, d'ailleurs, si on a des députés, c'est bien dans ces régions-là, avaient une certaine avance parce qu'on avait des équipes bien implantées depuis quelque temps. Et toutes les régions qu'on a plutôt démarrées en 2014, elles n'étaient pas toutes prêtes. Bien que on a eu d'assez belles campagnes et découvertes. Si Cheb Mener et Ajandoub a fait une excellente campagne. Abdou, on l'appelle Abdou Agassrine, le jeune qui avait fait, je sais pas, la vidéo qui a marqué sur le net, a fait une superbe campagne. On a un résultat très honorable dans d'autres circonscriptions de l'intérieur du pays, que ce soit à Sidi Bouzid, que ce soit à Béja. Donc finalement, la campagne est une occasion aussi d'attirer des actifs en politique, et ça a été le cas dans la région d'intérieur. Et là, je vais même moi personnellement m'investir maintenant pour pouvoir profiter justement de cette euphorie d'une campagne électorale pour que le parti mette les bonnes bases dans toutes les régions du pays pour pouvoir être prêt pour les prochaines étapes qui seront les municipales. Justement, votre Conseil national réuni dimanche dernier, le 16 novembre, a décidé de soutenir un candidat à la présidentielle. Cette décision a, semble-t-il, fait beaucoup de déçus parmi vos partisans. Était-ce nécessaire de soutenir un candidat à la présidentielle ? Écoutez, l'une des caractéristiques de ce parti, c'est qu'il se base sur des valeurs. Donc on a comme je dirais ici la Khomsa qui est basée sur 5 valeurs. L'une de ces 5 valeurs, c'est la responsabilité. Donc notre pays est devant une échéance électorale importante. Le président de la République, même si on est dans un régime parlementaire amélioré, a des prérogatives qui peuvent impacter sérieusement la vie politique du pays sur les années à venir. Nous, quand on a fait, vous l'avez si bien dit, du porte-à-porte, des dizaines de milliers de portes depuis cette année, même avant les élections, quand on posait la question aux Tunisiens, quelles sont vos 3 préoccupations majeures? Il y a beaucoup de problèmes, donnez-nous les 3 les plus importantes. Et répondez à 80% dans l'ordre, la sécurité, la sécurité au quotidien, le terrorisme bien sûr, etc., mais aussi au quotidien, le chômage des jeunes et le niveau de vie. Donc la vie est devenue chère. Alors, pour pouvoir attaquer ces problèmes et commencer à les résoudre, parce qu'au final on fait de la politique pourquoi? On fait de la politique pour servir la société, donc résoudre les problèmes des citoyens. Il nous faut une stabilité politique. Sans stabilité politique, on ne peut pas attaquer les problèmes sécuritaires sérieusement, on ne peut pas attaquer les problèmes socio-économiques sérieusement. Et la stabilité politique, aujourd'hui,
quand on regarde le résultat, parce qu'on a tenu compte du résultat des législatives, elle n'est pas si évidente que ça. Parce que le résultat est bon pour ce que j'appelle, moi, les civilistes. Donc, effectivement, les civilistes ont gagné ces élections. Il peut y avoir une alternance, mais c'est un résultat serré. Mais ce n'est pas une majorité confortable, donc. Ce n'est pas une majorité confortable, donc la stabilité n'est pas garantie. Et le président de la République peut jouer un rôle très important pour apporter cette stabilité. Donc, ça doit être un homme qui regroupe, qui ne divise pas, qui joue pas la division. On entend tout ce qu'on entend, bien sûr, dans cette campagne. La division ne va pas apporter la stabilité. Donc, avoir un président civiliste aussi est important. Donc, ça, c'était le premier critère. Deuxième critère. La Tunisie vit dans un environnement international et géostratégique très tendu en ce moment. Nous avons un combat à mener contre le terrorisme sur le plan régional. Donc nos relations avec nos voisins et frères algériens est très importante. Notre implication d'une manière ou d'une autre pour pouvoir mettre les gens ensemble sur le conflit libyen, parce que tant que la Libye est dans le conflit où elle est aujourd'hui, la stabilité en Tunisie n'est pas du tout garantie. La relation internationale avec tous les autres pays qui peuvent être influentes sur ce qui se passe dans la région est importante. Donc nous devons avoir un président qui a une aura aussi internationale, une expérience de la diplomatie et être capable de ramener la Tunisie à la place qu'elle mérite dans l'environnement géostratégique. Donc, si on tient compte ensuite du fait qu'il faut qu'il ait une base électorale, et l'électorat ne change pas du jour au lendemain entre les législatives et les présidentielles quand il y a 4 semaines entre les deux, je dirais, Efferton a pris ses responsabilités à considérer, on n'est pas dans le soutien, on ne va pas faire campagne, à considérer que le candidat le plus approprié aujourd'hui en tenant compte de tous ces critères, c'est celui-là même que vous avez, celui-là même que vous avez décidé de soutenir. Voilà. Et donc, clairement, ça ne satisfait pas beaucoup de nos jeunes qui se disent pourquoi, etc. On n'aurait pas dû prendre. Non, la politique, c'est prendre ses responsabilités à un instant T, assumer ces responsabilités-là, avoir des raisons et les justifier comme il se doit. Et Ibrahim, certains disent caricature quelque part donc cette position-là et disent que FR se tacatolise. C'est-à-dire, il devient donc, il cherche à devenir une partie d'une troïka. Déjà, on a vu ça dans un document qui a fait quelques remous, ce document de l'unité nationale. Et certains observateurs avancent le fait de ce soutien-là, ce ralliement à ce candidat-là, par le fait que c'est le visa demandé pour intégrer donc le gouvernement. C'est-à-dire, il y a un conditionnement qui a été fait. Écoutez, en fait, il y a eu beaucoup de choses et il y a bien pire qui a été dit, etc. Je reste mesuré, objectif. Hein. Mais bon, ce que je peux vous assurer, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, les discussions sur quelles alliances ou quel gouvernement ou quel schéma politique, parce qu'il n'y a pas que le gouvernement, il y a le Parlement, il y a la Cour constitutionnelle, il y a beaucoup de sujets sur lesquels les partis politiques vont devoir discuter ensemble, en fait, qu'ils soient dans le camp civiliste, qu'ils soient avec les adversaires, rien n'a démarré. Oui. Donc ça c'est clair, parce que évidemment il y a des élections présidentielles et beaucoup de partis sont engagés dans les élections présidentielles. On est parmi les rares qui n'avons pas de candidat, donc on n'est pas engagé. Et le parti le plus concerné, c'est-à-dire le premier et le gagnant des élections législatives, est dans les élections présidentielles. Donc il ne peut pas entamer des discussions sérieuses avec aucun parti tant qu'il n'y voit pas plus clair. Comme la présidence fait partie de l'équation, il faut qu'on y voit clair qui sera président de la Tunisie avant que le schéma se mette en place. Donc les suppositions que ceci a été fait pour cela, etc., on peut interdire aucune supposition. Oui, mais vous êtes un parti pragmatique. Mais nous, on regarde quel est le meilleur choix, quel est la meilleure choix en tenant compte de toutes les contraintes, en tenant compte aussi des candidats qui existent. C'est pas nous qui avons choisi les candidats qui existent. Nous n'avons pas présenté de candidats. On a fait, je dirais, on a donné un avis. Parce qu'en fait, nos électeurs, nos sympathisants, nos adhérents, demain, devant, le bureau de vote, ils seront toujours libres de choisir qui ils veulent. Mais par contre, le parti a donné son avis sur le sujet sans aucun lien avec, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer, on connaît notre taille, on connaît notre poids, c'est pas notre avis sur les présidentielles qui va nous garantir quoi que ce soit ou nous donner quoi que ce soit. On n'est pas
je dirais, comme on dit toujours en politique, des calculateurs politiques, on est des pragmatiques, des réalistes, et on regarde quelle est la situation du pays, et on fait des recommandations en face. Oui, mais justement, Yassine Brahim, le fait de connaître votre taille, qui est de 8 sièges aussi, et le fait peut-être d'avancer ce ralliement, fait de vous une déclaration de bonnes intentions. Bon, je voudrais je n'accepte pas cette phrase. Non, je ne laisse pas passer ça. Non. Vous savez, quand on a pris une position, quand on voulait précéder les élections législatives avant les présidentielles au dialogue national, justement, Nidatoun, c'était pour les présidentielles avant. Et on a été hyper agressé en disant « Ah, vous êtes ralliés à Nahda, parce que vous avez pris la même position que Nahda. » Donc ça, on va le vivre pendant les 5 ans. Parce que en positionnement politiquement, on est effectivement dans la famille civiliste, il n'y a pas de doute, mais on est entre les deux. Oui, on est un peu à droite de Nidé et on est bien à gauche de Nahda. Oui. Donc sur le plan socio-économique, du moins. Et donc finalement, chaque position, comme il y a une bipolarisation, si c'est une position qui effectivement plaît aux personnes qui sont plutôt à notre gauche, on va dire c'est un ralliement. Si c'est une position qui est pas dans cette voie-là, vous êtes dans l'autre camp. Oui. Donc finalement, vous consentez aussi, excusez-moi de vous interrompre parce qu'on doit interagir ensemble. Vous consentez aussi le fait que dans le document d'unité nationale qui a fait des remous aussi, vous avez donc évoqué une troïka avec Nahda et Nidatoun. Alors, d'abord, on a Nahda et Nidatoun, qui sont les deux partis qui ont gagné, c'est-à-dire le premier et le deuxième, donc alors, vous devez me laisser le temps d'expliquer les scénarios futurs. Il y a 3 scénarios dans le futur. Ce scénario a été diffusé parce que des gens peut-être avaient intérêt à diffuser, mais nous, on a présenté et on voit 3 scénarios. Il y a le scénario où les civilistes constituent une majorité, même si elle est fragile, c'est une majorité. Avec Jabba Charbea. 116, 120 députés. Avec Jabba Charbea. Que j'appelle une majorité, entre guillemets, qui tend à gauche, donc avec Jabba Charbea. Donc c'est une majorité qui tend à gauche, c'est un peu trop dit, ça. Qui tend à gauche, parce qu'elle va, qui tend à gauche sur le plan socio-économique. Oui. Et bien sûr, avec Jabba Charbea. Oui. Donc, comment ça tend à gauche? Elle est à l'extrême gauche, même, Jabba Charbea. Oui, tout à fait. Mais il y a un parti, donc, Afertoun, qui est à droite, Nidatoun, qui est à droite. Pas complètement à droite. Regardez bien son programme. Oui. Regardez bien son programme. Son programme actuel, il n'est pas du tout un programme libéral social, hein. Donc, peut-être il peut évoluer, mais il ne l'est pas sur le papier. Donc, une coalition, je dirais, des civilistes, qui peut s'élargir à notre parti, mais qui fera 115, 120 députés. Il faut se mettre d'accord sur un programme. Ce qui n'est pas évident, ça c'est vrai. Il faut se mettre d'accord sur un programme, il faut se mettre d'accord sur un certain nombre de choses, et donc en fait, la stabilité aussi peut ne pas être garantie parce que justement les tendances sont diverses. Mais c'est le scénario privilégié, c'est le scénario normal, c'est l'alternance en fait, en quelque sorte. Il peut y avoir en second scénario, ce scénario avec des accords avec le camp adverse au niveau du Parlement, parce que pas obligé de tout se mettre sur le côté quel est le gouvernement, etc. C'est des accords parlementaires. Tout à fait. Et donc le premier parti peut se mettre d'accord avec le camp adverse sur des accords parlementaires. Donc c'est aussi un scénario possible. Et le troisième scénario qui lui a été diffusé, médiatisé, disons. Enfin, ça a été, je dis parce que c'est des réflexions, ça a été sorti, je pense, comme un ballon d'essai. C'est effectivement que les deux grands partis s'entendent. Globalement, pour assurer une stabilité politique sur les 5 ans. Et s'ils s'entendent, effectivement, est-ce qu'après ça devient une union nationale large en invitant tout le monde, etc. C'est un scénario possible aussi, où là, la stabilité politique peut être plus garantie, et effectivement, il peut y avoir des réformes de fond dans un environnement plus confortable, mais c'est pas du tout évident que tout le monde accepte, c'est pas du tout évident que ça puisse se passer, vu, je dirais, que c'est des partis qui ont été en concurrence forte, etc., pour les élections. Donc, voilà les 3 schémas possibles, il n'y en a pas 5 ou 6, et il peut y avoir des dérivés de chacun des schémas, mais ça sera entre les mains, bien sûr, du premier parti, c'est lui qui décidera dans quel sens il veut aller. Voilà, si demain vous êtes au gouvernement, si on vous sollicite pour être au gouvernement Afertoun, par quel portefeuille vous serez intéressé le plus? Écoutez, en fait, la question du gouvernement ou pas gouvernement, dans l'absolu, elle a 2, je dirais, leviers. Le premier, c'est le programme. Tout ce qui va nous intéresser et sur lequel vraiment on va axer et on aimerait commencer
à travailler au plus tôt, bien sûr. J'espère que le premier parti commencera à ouvrir le sujet entre les deux tours, parce que ça se clarifiera un peu. Oui. C'est quel programme? Quelle orientation veut prendre le pays? Est-ce qu'on va aller vers un pays qui veut vraiment se réformer dans le fond, qui veut corriger le modèle de développement, qui veut s'orienter vers... Selon votre vision. Selon votre vision. Oui. Je pose la question sur la vision de qui? Bien sûr, non, selon votre vision et votre poids aussi. Je parle de votre poids aussi. Non. Justement, on est obligé à participer à rien du tout si on n'est pas d'accord. Donc, est-ce que on a envie de réformer? Est-ce qu'on a envie de mettre le pays sur les rails de la réussite? Vraiment en allant dans le fond, parce qu'il y a beaucoup de défauts qu'on constate aujourd'hui dans la gestion du pays, et on l'a évoqué dans nos programmes, que doit-on réformer sur le plan, je dirais, d'un tas de lois, qu'est-ce qu'on doit réformer sur la fiscalité, comment on va réformer la compensation, comment on va réformer un tas de sujets sur le plan économique, comment on va réformer l'éducation, comment on va corriger la santé pour tous, quels sont les projets d'infrastructure, la loi sur les PPP, qu'est-ce qui se passe sur l'énergie. Donc tout cela, c'est le programme. Si on a une plateforme et un programme sur lequel on arrive à se mettre d'accord et à vraiment voir une ambition pour le pays et que on met en place une solution gouvernementale qu'on peut soutenir sans y participer, on sera ravis. Parce qu'on est un parti qui est en pleine naissance, qui a beaucoup à faire, nos députés doivent travailler leur terrain, travailler la région, le groupe parlementaire, on veut en faire un exemple en fait dans le Parlement et la méthode de travailler. Donc on a des ambitions, on a les municipales à préparer, etc. Pas besoin de participer si on voit qu'il y a vraiment la bonne direction, on peut soutenir sans participer. Ensuite, si par contre la condition pour que ça aille, etc., c'est que tout le monde participe et qu'on voit, etc., on sera ouvert et on discutera. Il n'y a pas de portefeuille en tête ou de calcul en tête ou autre, on sera ouvert à la discussion et on verra quel est le meilleur intérêt pour le groupe qui, je dirais, de parti qui gouvernera. Et si FR Tounes, on lui demande d'envisager cela, on le discutera en interne et on verra quelle est la solution pour le pays. Nous avons invité la semaine avant-dernière, Rafef, je pense, c'est Abdelkader Boudrig, qui nous a donné un financier qui a fait une étude très très intéressante et qui a essayé de mettre en adéquation les programmes politiques les programmes politiques des partis politiques. Donc, et on a démontré que si on transposait le programme de FR avec le programme de Jabba Charbeya, ça donnait 17% sur 100. Non, on est très loin. Vous êtes très loin. Vous êtes très très loin. Mais ça m'étonne pas beaucoup. Non, c'est clair. Non, mais c'est clair. Vous avez des avis complètement divergents. Lorsqu'on est aussi donc la place des partenaires sociaux en Tunisie et notamment la place de l'UGTT dans le gouvernement, cela ne fait pas de vous. Dans le gouvernement. Dans le paysage politique. Voilà, dans la scène politique. Voilà, c'est lapsus. Dans la scène politique. C'est pas un parti politique. Attendez. C'est un partenaire social. C'est un partenaire social qui agit sur la scène politique. Non, qui agit sur la scène politique. Qui a superbement bien agi en menant le dialogue national. Oui, tout à fait. Mais c'est pas un acteur politique. Non, j'ai dit s'il agit sur la scène politique dans le dialogue national. Et il agit sur le dialogue national. Le dialogue national est suspendu. Oui. Et il est même, a priori, suspendu pour quelque temps, je l'espère, pour le pays. Ça, c'est un point important, c'est-à-dire l'UGTT a joué un rôle historique. Vous me laissez pas poser ma question. Ah, pardon, allez-y. Ah oui, ça sera la dernière question. Non, mais c'est un point important. C'est un point très important. Et là, forcément, on a compris qu'il y avait donc réellement une opposition entre les programmes, votre programme chez FR et le programme donc de Jabba Charbé, ce qui va laisser quelque part donc une difficulté dans la composition d'un gouvernement qui comprend les deux formations. Quelles sont les concessions que vous êtes prêts à faire éventuellement, parce que vous ne pouvez pas venir et dire voilà, ça c'est mon programme, on le fait ou je ne suis pas. Quelles sont les concessions? On sera toujours ouvert à toute discussion. En fait, et c'est pas nous qui allons la mener. De toute façon, la discussion, elle va être menée, je suis certain, même par le premier parti. Donc en fait, les programmes sont basés sur des convictions, des idéologies toujours. Nous sommes des libéraux sociaux, donc nous pensons que le côté social est très important. Mais il faut aussi mettre tout ce qu'il faut, les conditions pour créer de la richesse, pour pouvoir répartir. Donc nous, quand vous regardez dans le détail de notre programme, vous allez trouver qu'on est beaucoup dans la solidarité, dans la répartition, dans l'encouragement de la société civile, dans l'entreprise. La refonte aussi du code de travail. Mais par contre, la refonte aussi du code de travail. Bien sûr. Mais par contre, ça ne peut pas se faire sans
libérer l'économie, sans mettre de la compétition dans l'économie, même l'économie privée, sans avoir des entreprises publiques compétitives, sinon compétitives, et si elles sont dans le secteur concurrentiel, elles doivent aller vers le domaine privé. Sans avoir justement la refonte du code du travail, s'il n'y a pas la flexibilité pour les employeurs et que finalement ils embauchent pas, parce que on protège bien sûr les employés, mais il faut aussi penser aux gens qui n'ont pas d'emploi. Donc c'est une différence, il peut y avoir des différences clairement idéologiques sur lesquelles il y aura peu de concessions, je suppose, des deux parties. Par contre, après, sur la vitesse, la manière, le pacte social, parce que voilà, le GTT, justement, j'ai eu très bonne, vous verrez dans le livre, d'excellentes relations avec le GTT pendant mon époque ministérielle. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils nous ont aidés à canaliser les problèmes, à canaliser les énergies, parce que c'était la révolution partout. Et donc, pour nous, le GTT est un partenaire social avec lequel on peut bâtir. On peut bâtir, mais en ayant un contrat clair. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Yassim Brahim. Je rappelle, vous êtes le président du parti Affaires Tounes. Merci, Enis. On se retrouve mercredi prochain. Tout à fait. Ce sera après les élections présidentielles et on aura le droit de parler de chiffres. Ah, tout à fait. Parce que moi, ça me frustre. Tout à l'heure, j'avais peur de prononcer le mot statistique. Justement, c'est la peur qui nous anime actuellement. Lundi, ça sera dans bulletin de vote, par contre, pour essayer de commenter donc l'élection présidentielle. Et j'aurai plein d'invités avec moi dans bulletin de vote 17h à 18h. Attention aux amendes pour le deuxième tour. Mais la campagne électorale n'a pas encore commencé. Alors, on remercie infiniment Hani Ben Malem pour la coordination, Nawel Saïdi pour sa collaboration technique, Mariam Labidi prendra la relève dans C'est le Mac. Quant à moi, je vous donne rendez-vous encore une fois demain à partir de 6h dans un autre numéro du Réveil Malin d'RTCI. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. Au revoir.